Lui, c'est Ronald Read, elle, Grace Goner et elle, Anne Scheber. Vous ne les connaissez peut-être pas, mais ces trois personnes ont un point commun. Ils étaient tous extrêmement et secrètement très riches. À leur décès, les notaires se sont rendus compte qu'ils détenaient plusieurs millions de dollars dans leur portefeuille d'investissement. Pourtant, ce n'étaient pas des héritiers, ni des entrepreneurs à succès, ni même des salariés qui gagnaient très bien leur vie. Ronald était homme d'entretien, Grace était secrétaire et Anne était fonctionnaire à l'administration fiscale. Aucun n'était privilégié et tous gagnaient modestement leur vie. Mais alors comment des personnes si simples ont pu amasser une telle fortune ? Leur secret, ils avaient compris la puissance de l'investissement et des intérêts composés. Et on a tous déjà entendu cette maxime presque sacrée. Si tu investis chaque mois une petite partie de tes revenus, tu pourras prendre une retraite anticipée d'ici quelques années. Ce narratif, on nous le rabâche depuis des années, sur YouTube, en podcast, à la machine à café. Mais qu'en est-il vraiment ? Je m'appelle Charles Elias Farah, conseiller en investissement financier, certifié par l'autorité des marchés financiers. Et aujourd'hui, on répond à la question, peut-on vraiment devenir riche en investissant en bourse ? Combien d'argent faut-il pour être riche ? Déjà, il faut se mettre d'accord sur ce qu'on entend par riche. On a tous une définition différente de la richesse. Pour beaucoup, la richesse vient des revenus passifs, c'est-à-dire que vous générez sans avoir à travailler. La richesse, ça pourrait par exemple être de générer 2000 € par mois de revenus passifs. Ça couvrirait déjà une bonne partie de vos dépenses habituelles. Bon, rajoutez un 0 si vous habitez à Paris, rajoutez-en 2 si vous habitez à Dubaï. Mais comment générer 2000 € de revenus passifs par mois ? Pour répondre à cette question, il existe une règle très pratique en finance, la règle des 4%. Définie pour la première fois en 1994 par William Bengen, un conseiller en investissement américain, cette règle donne une idée du montant que vous devez avoir à disposition pour générer un certain revenu passif pour le reste de votre vie. En théorie, il suffit de diviser le montant de revenus passifs que vous voulez générer chaque année par 4%. Par exemple, pour générer 2000 € par mois ou 24 000 € par an, il vous faut 24 000 divisé par 4%, 600 000 €. Comment générer 600 000 € de capital ? On y vient dans un instant. Dans la pratique, la stratégie consiste à construire un portefeuille qui va viser 7% de rendement annuel. Par exemple, un portefeuille composé à 80% d'actions et 20% d'obligations. Vous ajustez d'une inflation à 3% et vous retirez 4% de votre portefeuille. 7 moins 3 moins 4 égale 0. Votre portefeuille devrait ne jamais s'épuiser. Bien qu'utile, cette règle des 4% reste très théorique. Des professeurs de l'université de Trinity au Texas ont fait des simulations afin de vérifier la validité de la règle des 4% selon votre année de départ à la retraite. Ils ont utilisé les données du monde réel entre 1871 et 2019. Et ce qu'ils ont trouvé est plutôt rassurant. En supposant que vous prévoyez de vivre 30 ans de retraite, par exemple de vos 65 à vos 95 ans, la règle des 4% vous a permis de ne pas manquer d'argent dans 96,6% des cas. Les 4 pires années de départ à la retraite étaient 1965, 66, 68 et 69. 4 années qui ont précédé une forte chute des marchés financiers et des périodes d'inflation très élevées. Si vous aviez commencé votre retraite lors d'une de ces 4 années, vous vous seriez retrouvé à sec avant vos 95 ans. Mais globalement, ça reste très positif. Dans 75% des cas, votre portefeuille finit avec plus de 500 000 $. Dans 50% des cas, il finit avec plus de 1 million. Et dans 10% des cas, il finit même avec près de 3 millions de $. De quoi laisser derrière vous un bel héritage. Sauf que la règle des 4% ne prend pas en compte deux facteurs très importants, les frais et la fiscalité. Si on prend en compte la flat tax à 30%, qui est la fiscalité de base pour les valeurs mobilières en France, le taux de réussite de notre portefeuille chute à 67%. Si on prend en compte les frais de gestion de vos investissements, supposons 0,5% par an, parce que vous minimisez les frais en investissant à travers des ETF, le taux de réussite chute carrément à 60%. Si en théorie la règle des 4% fonctionne parfaitement, dans la pratique, elle est beaucoup plus fragile. Une solution est donc de prendre de la marge. Par exemple, en ne générant pas 600 000 €, mais par exemple 1 million d'euros. C'est vrai qu'avec un capital de 1 million d'euros, la règle des 4% vous avait permis de générer 2000 € par mois avec un taux de réussite de 100% en prenant en compte les frais et la fiscalité. Avec 1 million d'euros, vous pouvez même générer jusqu'à 2500 € par mois net de frais et de fiscalité avec un taux de réussite de 90%. Viser le million d'euros apporte donc une sécurité nécessaire. Mais que ce soit 600 000 ou 1 million, comment générer un tel capital ? Comment générer 1 million d'euros ? Pour construire un capital à 6 ou même 7 chiffres, il faut exploiter les 3 leviers de la richesse. L'un d'eux, c'est la performance, c'est-à-dire à quel taux vous allez faire travailler l'argent que vous investissez. Depuis plus de 100 ans, la performance annualisée des marchés financiers mondiaux a été d'environ 8%. Si on regarde le marché américain, c'est même plus de 10% par an. Alors, ne vous méprenez pas sur cette performance moyenne. 8 à 10% de performance en investissement, c'est excellent. Donc soyons généreux et supposons que vous obtenez cette performance annualisée de
8% par an. Si vous investissez 10 000 €, il vous faudra 60 ans pour atteindre le million d'euros de capital. De quoi vous payer un EHPAD de qualité, parce qu'à 80 ans passés, pas sûr que vous profitiez encore beaucoup de cet argent. Mais si vous êtes sérieux au sujet de l'investissement, vous n'allez pas vous arrêter à cet investissement initial. Vous allez continuer à investir une petite partie de votre épargne chaque mois. Disons par exemple 300 €. Eh bien, si vous investissez 10 000 € et que vous rajoutez chaque mois 300 €, atteindre le million d'euros de capital vous demandera 38 ans. Donc en supposant que vous commenciez à investir dès la fin de vos études, à 25 ans, vous atteindrez le million à 63 ans. De quoi assurer une retraite plutôt confortable. À moins qu'on ait oublié quelques éléments clés dont on a parlé plus tôt. L'inflation, les frais et les impôts. L'inflation est fondamentale à prendre en compte parce que 1 million d'euros aujourd'hui ne vous apportera pas du tout le même pouvoir d'achat dans 30 ans. Historiquement, l'inflation est aux alentours de 2,5% par an. Mais la BCE tente de maintenir cette inflation sous les 2%. Cependant, comme on l'a vu en 2022 et en 2023, quand l'inflation a dépassé les 5%, elle n'y arrive pas toujours. La performance réelle des marchés financiers nets d'inflation est donc plus proche des 5,5%. Avec une telle performance, en investissant 10 000 € et en rajoutant 300 € par mois, il vous faudra 50 ans pour atteindre le million d'euros en équivalent pouvoir d'achat. C'est pas mal, sauf qu'on n'a pas encore pris en compte les frais, et ils varient beaucoup selon les produits et les contrats que vous utilisez. Si vous passez par des fonds de gestion active, qui sont aussi appelés SICAV, et qui sont les produits que préconise votre banquier, les frais sont facilement autour de 2% par an. Notre performance nette chute alors à seulement 3,5%. Atteindre le million d'euros vous demandera alors 66 ans. A l'inverse, si vous investissez à travers des ETF qui ont des frais de gestion moyens de 0,5% par an, notre performance nette passe alors à 5%. Et atteindre le million d'euros de capital vous demandera alors 53 ans. On voit qu'on a gagné 13 ans simplement en choisissant le bon support d'investissement. D'ailleurs, si vous voulez apprendre à investir intelligemment en ETF, vous avez accès à ma formation offerte en description. On voit donc qu'atteindre le million d'euros de capital est possible, mais ça demande du temps, beaucoup de temps. D'ailleurs, le temps, c'est le second levier de la richesse. Enfin, le coup de grâce vient quand on prend en compte la fiscalité. C'est encore une fois très variable selon la situation de chacun, mais le régime de base pour les valeurs mobilières en France, c'est la flat tax, soit 30% sur les plus-values réalisées. Donc si on reprend notre exemple de tout à l'heure, 10 000 €, puis 300 € par mois, investis à 5% par an pendant 53 ans, on finit avec un capital de 1 040 000 €. Sur ce capital, 840 000 € sont des bénéfices. En supposant qu'on retire tout ce capital d'un coup, ce qu'il ne faut surtout pas faire, on paierait alors 252 000 € d'impôts. Il resterait donc dans notre poche 748 000 €. Si vous aviez optimisé les retraits et investi à travers un PEA ou une assurance vie, vous ne payeriez que 17,2% sur les plus-values, soit 145 000 € d'impôts. Il resterait donc dans votre poche, au mieux, 855 000. Vous avez investi avec discipline chaque mois pendant 53 ans et vous n'avez même pas atteint le million d'euros de capital. Quelle indignité! Les limites de l'approche qu'on vient d'avoir, c'est qu'on part du postulat qu'on vise la performance moyenne des marchés financiers de 8%. Mais on voit qu'une fois l'inflation, les frais et la fiscalité retranchés, il ne reste plus grand chose. Alors la solution n'est-elle pas de chercher à faire mieux que la moyenne du marché? Si on arrive à faire 10, 12 ou même 15% de performance, on règle notre problème. Mais est-ce que c'est possible? Peut-on battre le marché en bourse? 53 ans, c'est long. Beaucoup trop long. Et on ne veut pas être le plus riche de l'EHPAD et encore moins du cimetière. Alors si on veut atteindre le million d'euros de capital en seulement 10 ans, de quelle performance aurait-on besoin? Eh bien en investissant 10 000 €, il vous faudra réaliser une performance de 49% par an. Ça semble beaucoup, mais vous n'imaginez pas à quel point. Même les plus grands investisseurs au monde sont très loin d'obtenir ces résultats. Warren Buffett, à travers son fonds Berkshire Hathaway, a réalisé une performance annualisée de 20%. Peter Lynch, du fonds Fidelity Magellan, a réalisé une performance annualisée de 29%. Des génies de l'investissement, qui sont entourés des esprits les plus brillants au monde et qui ont accès à des bases de données qui coûtent des centaines de milliers de dollars par an, n'arrivent pas à obtenir de tels résultats. Donc malheureusement, ce n'est pas le petit investisseur particulier depuis son canapé qui va faire trembler les géants de la finance. Sauf que ces géants de la finance ont des contraintes réglementaires qui les empêchent de prendre certaines décisions qui pourraient booster leur rentabilité. Par exemple, se positionner sur des très petites capitalisations ou agrémenter leur stratégie de produits très volatiles et risqués comme des crypto-monnaies. Aller chercher des rendements de 20, 30 ou même 40%, c'est techniquement possible, mais c'est au prix d'un risque colossal. Pour vous rappeler le lien entre risque et rendement, un rendement à 3%, c'est sans risque. C'est par exemple le livret A.
5 à 8%, ça commence à être risqué. C'est par exemple l'immobilier, les actions ou les obligations. 8 à 12%, ça commence à être très risqué. Ça va être du crowdfunding ou du private equity par exemple. Au-delà de 12%, c'est extrêmement risqué, voire c'est carrément une arnaque. Alors pour aller chercher des rendements à plus de 30%, il faudrait vous positionner sur des valeurs extrêmement risquées. Benjamin Graham disait déjà au siècle dernier, en bourse, vous avez deux choix, vous enrichir lentement ou vous appauvrir rapidement. Surtout qu'ici, l'objectif n'est pas d'obtenir des performances exceptionnelles sur 1 ou même 2 ans, c'est de les obtenir sur plusieurs décennies. Et obtenir des performances à plus de 20 ou 30% de façon systématique pendant plusieurs décennies n'est simplement pas possible. Et pourtant, certains tombent encore dans le panneau. J'ai un ami, appelons-le Paul, qui a été contacté par une société qui lui proposait des rendements de 2,75% par semaine. Rendement garanti à en croire l'interlocuteur. Paul est venu me demander son avis sur ce rendement qui lui paraissait très intéressant. Avec un rendement hebdomadaire, c'est difficile de se rendre compte de ce que ça signifie. En réalité, 2,75% par semaine, ça équivaut à 11% par mois. 11% par mois, ça équivaut à 250% par an. Avec une telle performance, vous transformez 10 000 euros en plus de 2,8 milliards en seulement 10 ans. Quand j'ai mis ces chiffres devant les yeux de Paul, ça a fait tilt. Évidemment que 250% par an, ça n'existe pas. Mais 2,75% par semaine, si on ne fait pas l'équivalence, on pourrait se faire avoir. Si la stratégie de ces arnaqueurs marchait vraiment, ils pourraient la vendre pour des milliards à des fonds d'investissement. Ou mieux, la garder pour eux et devenir les personnes les plus riches au monde en seulement quelques décennies. Pourquoi est-ce qu'à la place, ils contactent Paul et d'autres particuliers un peu naïfs? Parce qu'ils savent que les fonds professionnels ne mordront pas à l'hameçon. Alors que Paul... Cette situation est caractéristique d'un problème récurrent chez les investisseurs particuliers, les biais comportementaux, qui nous poussent à agir de façon irrationnelle. Et leur impact est beaucoup plus important que vous ne l'imaginez. La réalité humaine derrière l'investissement. Des facteurs très concrets comme l'inflation, les frais ou la fiscalité limitent nos gains en bourse. Mais il y a aussi des facteurs bien moins tangibles. Ce sont les biais comportementaux. Et il en existe des dizaines, mais je vais vous en lister 5 qui sont absolument à connaître pour limiter leur impact sur la gestion de vos investissements. L'aversion à la perte, par exemple, qui nous pousse à vendre quand le marché chute, de peur de perdre plus. Alors que la bonne stratégie aurait été de ne rien faire et de laisser le marché remonter. Il y a aussi le fameux FOMO ou Fear of Missing Out, souvent lié au syndrome de l'objet brillant. Il y a constamment de nouvelles opportunités sur le marché qui semblent plus intéressantes que la précédente et qu'on ne veut surtout pas louper. Constamment changer de plan, retirer son argent d'un investissement et le placer dans un autre, c'est une stratégie perdante. En agissant comme une girouette, on fait du surplace. L'effet moutonnier est un autre exemple qui pousse les particuliers à agir comme la masse. C'est un réflexe instinctif. On préfère avoir tort ensemble qu'avoir raison seul. Sauf que ce biais est à l'origine des pires bulles spéculatives et cracks financiers de l'histoire. Enfin, il y a aussi le biais de récence qui nous pousse à croire que ce qui était vrai hier le sera encore demain, alors que ça n'a aucune validité scientifique. On a envie de croire qu'on est plus fort, plus intelligent que la moyenne. Sauf que penser ça, c'est être victime du biais de surconfiance et de manquer d'une qualité clé pour un bon investisseur, l'humilité. Le célèbre trader Marty Schwartz explique que l'ego est votre pire ennemi. Pour gagner en bourse, vous devez séparer votre ego de vos gains et accepter d'avoir tort. Tous ces biais nous poussent à prendre des décisions irrationnelles qui pénalisent nos résultats en investissement. Et les faits sont là. La performance moyenne des investisseurs particuliers entre 2001 et 2020 a été de seulement 2,9% par an. Très loin derrière la performance moyenne du marché. Si votre objectif en investissant, c'est de générer 1 million d'euros en seulement 10 ans, en partant de zéro, vous vous trompez de voie. Oui, n'importe qui peut devenir très riche grâce à l'investissement s'il investit de façon régulière pendant assez longtemps. Mais on l'a déjà dit, être le plus riche du cimetière, ça n'est pas un objectif très intéressant. Alors est-ce que être riche dans les 5, 10 ou même 20 prochaines années, c'est vraiment hors de portée? Eh bien, il existe peut-être un moyen. Comment devenir riche malgré tout? Souvenez-vous, plus tôt dans la vidéo, je vous ai dit qu'il existe 3 leviers de la richesse. La performance, mais elle vient en contrepartie d'un risque accru. Le temps, mais à part commencer à investir au plus tôt, vous n'avez pas vraiment la main dessus. Et il reste un troisième et dernier levier, sans aucun doute celui sur lequel vous pouvez avoir le plus de manœuvre. C'est le levier de l'apport, c'est-à-dire combien vous allez investir chaque mois. Un concept souvent négligé en investissement, c'est que pour gagner de l'argent, il vous faut déjà de l'argent à investir. Vous pouvez faire x2 sur votre capital, mais si vous n'avez investi que 1000 euros, vous n'avez gagné que 1000 euros. C'est un rendement exceptionnel de plus 100%, mais gagner 1000 euros ne va probablement pas changer votre vie. On avait vu qu'en investissant 10 000 euros puis 300 euros par mois, il vous faudrait 53 ans pour atteindre le million de capital. Mais si vous investissez non plus 300 mais 600 euros par mois, atteindre le million ne vous demandera plus que 39 ans. Si vous investissez même 900 euros par mois, il ne vous faudra plus que 33 ans pour atteindre le million.
Vous avez gagné 20 ans par rapport à celui qui n'épargnait que 300 € par mois. Et si épargner 900 € par mois ou même 600 € par mois vous semble hors de portée aujourd'hui, commencez avec 200, 100 ou même 50. Parce que si vous n'arrivez pas à épargner 200 € aujourd'hui, vous n'épargnerez pas 600 € demain et encore moins 900 € après-demain. L'important c'est de commencer tôt pour progressivement augmenter avec le temps. Et pour augmenter cette épargne, vous avez deux options. Réduire vos dépenses, mais selon votre train de vie, ça n'est pas forcément une solution que j'encourage. La seconde option, c'est d'augmenter vos revenus. Et si cette option semble inatteignable pour beaucoup, c'est pourtant la plus saine des deux. Si vous avez des objectifs financiers élevés, investir vous sera d'une aide précieuse sur le long terme. Mais pour en exploiter le plein potentiel, il vous faut déjà de l'argent à investir, et donc des revenus élevés. Warren Buffett est connu pour avoir délivré des performances de plus de 20% pendant des décennies. Mais entre 1950 et 1955, au début de sa carrière, les revenus qu'il générait avec son travail sont passés de 9 800 $ à plus de 127 000 $. Une croissance annualisée de plus de 67%. Augmenter vos revenus est votre porte de sortie vers une indépendance financière anticipée. Et pour développer vos sources de revenus, vous avez plusieurs options. Demander une augmentation de salaire, changer d'entreprise ou de secteur pour un poste mieux payé, lancer une activité secondaire, que ce soit de l'affiliation, du coaching, de l'achat-revente, peu importe. Suivez vos passions, mais surtout, écoutez le marché. Alors oui, ça demande plus d'efforts que de simplement acheter des ETF depuis votre canapé. Mais Charlie Munger, l'associé et ami de Warren Buffett, disait « Le monde n'est pas encore assez fou pour récompenser ceux qui ne le méritent pas. » Donc soit vous vous donnez les moyens de vos ambitions, soit vous abaissez vos ambitions. Et si vous regardez cette vidéo, je suis certain que vous choisirez la première option. Ne vous méprenez pas, j'ai la conviction que l'investissement est un outil extrêmement puissant. Bien utilisé, il protège votre pouvoir d'achat et peut vous assurer une retraite confortable. Mais ce n'est pas ce que certains essaient de vous vendre comme la recette miracle qui changera votre vie dans les années qui viennent. Prenez du recul par rapport à tout ça. Pourquoi voulez-vous devenir riche? Comment définissez-vous être riche? Qu'est-ce que ça changerait concrètement pour vous dans votre quotidien? Investir, ça n'est pas un jeu dont le but est d'avoir le plus gros score. C'est un outil qui doit vous apporter de la sérénité et de la sécurité, à court comme à long terme. Ça doit vous offrir la liberté de réaliser vos projets professionnels et personnels. Car si investir ne vous rendra probablement pas riche, c'est sans aucun doute votre meilleure chance à être libre. On a déjà assez de problèmes dans la vie, faisons en sorte que l'argent n'en soit pas un. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et si celle-ci vous a plu, je vous recommande cette vidéo dans laquelle j'explique pourquoi vous feriez bien d'investir, même lorsque les marchés battent de nouveaux records. C'était Charlie, conseiller en investissement financier, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Construire un portefeuille qui vive votre retraite lors de... Vous seriez sous les deux personnes, mais qui pourrait booster, améliorer... Non, sauf que ces géants de la finance ont des... Comment des fous... C'est sans aucun doute...